SLSK, Spirit of Performance. Chers panélistes, chers collègues, chers professeurs, chers auditoires, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir tous ici dans les locaux de l'SLSK Business School afin de discuter, de se challenger sur un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt tant chez les académiciens que chez les praticiens et du coup qui fait objet de beaucoup de débats. Donc on parle bien entendu de l'intelligence artificielle et son impact sur les métiers de la finance. Donc cette conférence s'inscrit naturellement dans le sillage des événements scientifiques et académiques organisés par les SLSK Business School tout au long de l'année. Donc dont l'objectif est de justement participer au débat scientifique, d'une part, et d'autre part aussi essayer de vulgariser un peu des notions et des concepts a priori complexes. Donc pour m'accompagner aujourd'hui dans cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir deux experts éminents en finance et en intelligence artificielle, bien entendu, en la personne de Si Anas Radi. Donc, professeur Anas, vous êtes consultant expert en consolidation financière et en normes internationales IFRS. Vous êtes également président fondateur de l'association marocaine des consolideurs financiers. Vous étiez chef de service consolidation chez Maroc Télécom pendant plus de 13 ans. Vous avez dirigé aussi beaucoup de projets de mise en place des systèmes de consolidation et reporting financier au Maroc, en Afrique et en Europe. Et bien sûr, en parallèle, vous êtes professeur vacataire à l'ISCAE, l'ENCG, l'IUR et l'Université Mohamed Khamis de Rabat. Merci, professeur Anas, d'être là. Merci Sémouline pour l'invitation. Merci à l'SLSK pour l'organisation de cette rencontre. Et je vous remercie aussi de m'avoir invité. Je suis très heureux et ravi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager mes expériences et mes réflexions sur un sujet d'une importance particulière, l'intelligence artificielle et son impact sur les métiers de la finance. Un sujet qui est d'une pertinence et d'une actualité brûlante. Aujourd'hui d'ailleurs, tout ce qui est intelligence artificielle, ça fait la une de l'actualité par excellence. Et je pense qu'aussi le timing de l'organisation de cette rencontre est très opportun dans la mesure où nous sommes au démarrage vraiment de l'année universitaire, une période généralement marquée par un certain dynamisme, une certaine motivation, une certaine, on va dire, les gens ils sont avides d'apprendre des choses nouvelles, d'acquérir des compétences nouvelles, etc. Et peut-être on va en profiter ce soir pour en quelque sorte vous orienter vers une piste d'avenir et vous inviter un petit peu à embarquer de l'aventure fascinante de découverte de l'univers de l'intelligence artificielle et surtout ce qu'il peut apporter à la fonction financière. Encore une fois, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous, professeur Radi, d'être là. Avec nous également notre cher professeur Mahfouzi. Vous êtes docteur en sciences de l'informatique et de la communication de l'Université Côte d'Azur. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Transition de l'IMRET, expert en transformation digitale et en management de projet. Vous êtes auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues internationales de renom. Et vous avez réalisé plusieurs études sur les modèles de transformation numérique des services publics au Maroc. Merci, cher professeur, d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est Bouker. Donc, je me joins à Anas pour vous remercier de cette invitation et aussi pour dire que effectivement le sujet il est d'actualité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle investit pratiquement tous les métiers. On le sent, on le vit de tous les jours. Et il est tout à fait légitime de se poser les questions nécessaires pour voir en quelle mesure cette intelligence artificielle, qui n'est pas l'œuvre d'aujourd'hui, mais qui existe depuis beaucoup d'années quand même, sauf qu'on n'en parlait pas de la même manière que l'on le fait aujourd'hui. Et on ne sentait pas qu'elle investit nos vies de la même manière qu'on le ressent aujourd'hui. Donc je serais ravi d'échanger avec vous et avec notre cher panéliste. Très bien, merci beaucoup professeur. Franchement, c'est un honneur pour nous d'avoir des experts éminents comme vous. Donc Anas, c'est la partie bien sûr
expertise en finance, et Sim Hafodi, c'est notre expert en intelligence artificielle. Donc, chers membres de panélistes, aujourd'hui, c'est indéniable. L'intelligence artificielle réside au cœur des préoccupations d'un large public. Elle suscite beaucoup d'enthousiasme. Et je pense particulièrement aux professionnels de la finance. Donc aujourd'hui, notre public est composé en grande partie des professionnels de la finance. Donc ça les préoccupe et c'est un peu normal, étant donné que l'intelligence artificielle aujourd'hui est considérée comme une force motrice majeure de la transformation de l'industrie financière. Donc ça explique cet enthousiasme. Maintenant, ça engendre aussi beaucoup de discussions généralisées, beaucoup d'opinions, teintées très souvent d'inexactitude et aussi de subjectivité. Donc, pour dire ça simplement, tout le monde en parle, tout le monde dit ce qu'il veut et il met ce qu'il veut. Donc tout cela, ça crée beaucoup d'amalgame, beaucoup de compréhension, j'ai envie de dire, approximative. Donc, sachant que les experts en intelligence artificielle, il n'y en a pas tant que ça. Donc, si Mahfoudi, je voudrais vous donner la parole en premier afin que vous nous aidiez notre audience de bien comprendre cette notion, de la démystifier un peu et nous donner une définition claire et simple de ce que c'est en fait que l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour votre question, c'est Boubacar. Mais je voudrais d'abord préciser que, alors, moi j'ai travaillé sur beaucoup de modèles de transformation digitale et que, avant de parler de l'intelligence artificielle, il faut la rattacher à un groupe de connaissances. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas un groupe de connaissances à part entière, mais c'est une discipline, si vous voulez, c'est un métier qui s'inscrit dans la liste, dans le catalogue de tous les métiers de transformation digitale que l'on connaît et qui sont assez nombreux. Bien évidemment, la base, le dénominateur commun de l'intelligence artificielle et de tous les autres métiers, c'est l'informatique, c'est l'ingénierie informatique, sauf que avec le temps et avec le développement des technologies, les métiers de l'informatique ont donné lieu à énormément de catalogues métiers qui sont différents et diversifiés. Et en l'occurrence, l'intelligence artificielle. Mais nous avons aussi le big data, nous avons aussi l'open data, nous avons aussi les IoT, nous avons aussi les technologies embarquées, nous avons énormément de disciplines. Maintenant, l'intelligence artificielle, comme vous avez dit, c'est Boubacar, effectivement, on est dans l'obligation de la démystifier pour pouvoir donner la possibilité à tous les métiers qui n'appartenaient pas dans le temps, parce qu'aujourd'hui tout se fusionne, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, les métiers qui se sentaient loin de l'informatique, aujourd'hui, ils sont, si vous voulez, ils sont raflés par ces technologies qui arrivent et qui pratiquement se prétendent pouvoir remplacer ou du moins moderniser d'une certaine manière tous les autres métiers qui sont en dehors de la filière informatique. Ce n'est pas forcément le cas. L'intelligence artificielle, quand on l'a connue sous ses premières facettes, si vous voulez, c'est quand on arrive à automatiser toutes les activités humaines qui peuvent être faites, mais dans des délais trop importants, et que l'informatique ou que l'intelligence artificielle, si vous voulez, arrive à faire en des temps records, comme les calculateurs, comme les RPA, comme les process automatisés, comme la robotique industrielle, comme les chaînes de montage dans l'automobile et dans plusieurs secteurs. Et donc, l'intelligence artificielle, déjà, pour ne pas aller trop loin sur les définitions épistémologiques, déjà, le fait de la qualifier d'intelligence artificielle, pour moi personnellement, et dans des discussions avec des collègues, je trouve que la qualification d'intelligence, elle est beaucoup plus, je dirais, fantasmique que réelle sur le terrain. Il est vrai qu'il y a de l'automatisme artificiel, il y a de l'automatisme, du robotisme, si vous voulez, technologique, mais on ne peut pas qualifier ça d'intelligence, tout simplement parce que tout ce que peut faire une machine peut être fait par un être humain. La seule différence qu'il y a, c'est que la machine le fait trop vite, et tellement vite, et ça ne suppose pas que l'individu qui a créé cette propre machine est dans l'incapacité de produire les mêmes résultats. Mais
qu'il lui faut peut-être des mois, peut-être des jours, peut-être des semaines, beaucoup plus longtemps, pour produire le même résultat. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, enfin c'est pour ça que la technologie est employée pour couper la marge temps dans tous les aspects du travail humain. L'élément le plus simple pour finir cette définition, cette tentative de démystification, si tu veux, c'est quand on regarde l'industrie automobile. Aujourd'hui, est-ce que sans la robotique, sans l'intelligence artificielle, si vous voulez, est-ce que le Maroc, comme d'autres pays d'ailleurs, aurait été capable de produire la même quantité de véhicules et la même qualité aussi s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle et s'il n'y avait pas d'automatisation? C'est pas possible. Et donc l'impact il est là. Nous pouvons aussi citer pour démystifier, et si je vous disais que nous avions de l'intelligence artificielle dans nos smartphones, ça fait au moins 15 ans, mais on ne s'en rendait pas compte. Et que l'intelligence artificielle existait dans les macros Excel, existait dans les tableurs, existait dans les éditeurs de texte, existait un peu partout, mais on ne s'en rendait pas compte. Ou alors on l'a qualifié d'autre chose. Et donc, dans la reconnaissance vocale, dans les voitures, etc., aujourd'hui, quand vous conduisez, et là, je finis sur cette note, quand vous conduisez pendant très longtemps une voiture bourrée d'options, avec un radar de recul, un radar avant, avec une caméra à 360 degrés, avec le changeur l'alerte de changement de fil, avec le limitateur de vitesse, etc., 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 je vous garantis que dès que vous changez de voiture, vous allez avoir du mal pour vous réadapter à tous les réflexes que vous aviez avant. Et donc, il y a quelque chose qui impacte l'esprit humain que les médias appellent l'intelligence artificielle, mais toujours est-il que le fondement de tout ça, c'est l'être humain qui est au cœur de toute cette transformation. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sim Mahfoudi. Donc, si je peux reprendre un peu ce que vous avez dit, l'intelligence artificielle, c'est déjà un ensemble d'outils logiciels. Donc on a parlé de RPA, on a parlé de VBA, peut-être le low-code, no-code aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Donc il s'agit un peu d'automatiser une partie des tâches humaines qui sont répétitives. Donc on est dans tout ce qui est répétitif, à travers justement encore une fois, ces outils logiciels. Je vais m'adresser au professeur Anas, maintenant que l'on en sait un peu plus. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment se manifeste cette intelligence artificielle dans les métiers de la finance ou dans le domaine de la finance? Et aussi partager avec notre auditoire des exemples concrets de l'utilisation d'une intelligence artificielle en finance. Tout d'abord, j'aimerais bien juste compléter un petit peu la partie, on va dire, définition classique de l'intelligence artificielle. Tout d'abord en disant que c'est un concept qui est assez ancien. L'intelligence artificielle, il a été décrit initialement dans les années 50 par le fameux mathématicien britannique Alan Turing dans son ouvrage SEMI, où il a décrit un petit peu les principes fondamentaux de l'intelligence artificielle. Après, le mot intelligence artificielle a été introduit officiellement, là, pour la première fois en 1956, à l'occasion d'un colloque scientifique. Alors, je vais faire un peu de pédagogie pour définir vraiment de façon ultra simple l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tout simplement, c'est un ensemble de techniques principalement informatiques, comme a dit Sim Mahfoudi, qui ont pour objectif de simuler des comportements humains ou une intelligence humaine. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une famille des algorithmes. D'accord ? Et bon, là, justement, du moment où on est dans la phase de démarrage de la conférence, et on sait très bien que scientifiquement, ça a été prouvé, la phase de démarrage, c'est là où il y a le top de concentration des gens d'auditoire. Donc, je vais essayer d'enchaîner un certain nombre de termes techniques que nous utilisons d'ailleurs dans le métier de la finance. Donc, première des choses à retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une famille des algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme, normalement, c'est une série des instructions, d'accord, qui doivent être suivies selon un ordre bien spécifique pour atteindre un objectif ou là un résultat déterminé, d'accord. Maintenant, dans les algorithmes, il y a, bien sûr, on trouve, les algorithmes, c'est exactement la recette de cuisine,
D'accord? C'est exactement la même chose. On a des ingrédients et on a des tâches à effectuer et par la suite on aura un output, un produit fini. Chez nous les financiers, les ingrédients c'est les chiffres et les données. D'accord? Les tâches, c'est l'ensemble des instructions à exécuter de façon ordonnée. Voilà ce qu'il faut faire en premier, voilà ce qu'il faut faire en deuxième, en troisième lieu, en quatrième lieu, etc. Et le produit fini, si en cuisine c'est un plat, ben chez nous ça peut être un reporting, un tableau de flux de trésorerie, un BP, une analyse financière, etc., etc. Donc c'est en quelque sorte, l'ordre est important et c'est grâce à cet enchaînement ordonné que la chose devient automatique. Quand on dit automatique, ça veut dire qu'on n'a besoin ni de réfléchir, ni de comprendre. Et c'est ce que fait parfaitement une machine. D'accord? Et je dirais même une machine, sur le plan performance, elle est beaucoup plus forte qu'un être humain sur cet aspect, on va dire, machinal mécanique. Hein, parce que la machine, elle a une capacité de gérer une grande quantité d'informations en un temps record et avec un risque d'erreur qui est quand même moins élevé que le risque d'erreur humain. Maintenant, on a dit l'intelligence artificielle, c'est une famille d'algorithmes. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans évoquer les deux termes hyper importants qui sont très utilisés et très répandus dans le domaine financier, le deep learning et le machine learning. D'accord? Alors, de façon assez simple, c'est quoi le machine learning? C'est un type de l'intelligence artificielle. Et le deep learning, c'est un type du machine learning. Alors, pour schématiser ça de façon assez simple, imaginons un grand cercle, c'est les algorithmes. Au sein de ce cercle, il y a un deuxième cercle, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on a dit que l'intelligence artificielle, c'est une famille des algorithmes. Et au sein de l'intelligence artificielle, on a un troisième cercle qui s'appelle le machine learning, qui est un type d'intelligence artificielle. Et puis au sein de ce troisième cercle qui est le machine learning, on a un quatrième cercle qui s'appelle le deep learning, qui est un type du machine learning. Donc on est dans une organisation en type paupérus. D'accord? Intelligence artificielle, algorithme, intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Maintenant, c'est quoi la différence entre machine learning et deep learning? Le machine learning qu'on utilise beaucoup en finance, c'est ce qu'on appelle en français l'apprentissage automatique. Donc on a dit que c'est une catégorie d'intelligence artificielle. Donc ce sont des algorithmes, sauf que ce sont des algorithmes qui ont une capacité d'apprendre et de s'améliorer dans le temps au fur et à mesure qu'ils traitent des données. Ça veut dire qu'on peut les entraîner. Comment ça se passe réellement? C'est qu'il y a un spécialiste qui s'appelle le data scientist, d'accord, qui va servir de guide, qui va enseigner avec l'algorithme. C'est exactement comme le fait d'enseigner un enfant à la maternelle les fruits et légumes, grâce par exemple à un imagier. On va lui montrer la photo d'une tomate et on va lui dire ce truc rouge, c'est une tomate. Après, l'enfant il peut commettre des erreurs par la suite, il peut confondre entre une tomate et une pomme rouge, mais en lui corrigeant, il va apprendre par la suite. C'est exactement ce qu'on fait avec l'algorithme. Au fur et à mesure qu'il traite des données, il peut commettre des erreurs, mais en corrigeant, il s'améliore dans le temps. Et donc il a cette capacité d'apprentissage et d'amélioration qui évolue dans le temps. Bien évidemment, en dehors du métier de finance, le machine learning, c'est ce que vous utilisez dans ce que vous voyez sur votre fil d'actualité Facebook, Instagram, les publications qui vous sont montrées, c'est l'exploitation de la technologie de machine learning. Les propositions de vidéos sur YouTube, sur Netflix, etc., c'est du machine learning. Le mécanisme de filtrage des emails en spam, c'est du machine learning. D'accord? C'est vraiment le machine learning, c'est quelque chose qui peut être considéré comme étant l'une des innovations phares de la technologie le 21e siècle. Et c'est grâce à ça que, vous remarquez certainement que les plateformes géantes, YouTube, Facebook, etc., ils essayent tout le temps de collecter le maximum de données sur nos utilisateurs pour cerner un petit peu nos préférences, nos besoins, nos centres d'intérêt, etc. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller nourrir avec l'algorithme de machine learning pour pouvoir l'entraîner sur nos données. L'objectif final, c'est quoi? C'est de prédire nos besoins. Après, il y a le deep learning. Le deep learning, on a dit que ça, c'est une catégorie, c'est une sous-technique du machine learning.
On a dit le machine learning, c'est des algorithmes qui apprennent et qui s'améliorent dans le temps. Alors le deep learning, sa particularité, c'est que là, l'apprentissage, il est assez profond, c'est assez fort. Donc contrairement au machine learning, le deep learning, il a la capacité d'apprendre énormément d'informations et de les gérer et de les analyser de manière très fine. Donc il a à la fois le double avantage d'être très performant côté quantité d'informations à traiter et aussi côté qualité des outputs finaux qui sont livrés au client final. L'autre spécificité du deep learning qui explique un petit peu sa force, c'est qu'il est structuré en neurones. D'ailleurs, d'où la force le deep learning, c'est l'architecture des algorithmes deep learning, c'est une architecture basée en mode neurone. Et ces neurones-là, ils sont fortement inspirés du cerveau humain. Donc l'objectif in fine, c'est d'imiter des comportements, des raisonnements humains ou de l'intelligence humaine. L'exemple, on va dire, le plus simple à donner pour une technique de deep learning, c'est la reconnaissance faciale. Que ce soit dans les aéroports ou là pour ouvrir son portable, pour se connecter à un système d'information, la reconnaissance faciale, c'est du deep learning. Pourquoi? Parce que ces neurones-là, on les appelle également des couches, chaque neurone ou chaque couche a une tâche bien particulière. On aura par exemple un neurone qui va se focaliser sur l'analyse de l'œil. Donc il va regarder l'œil en face, avec l'œil qui est là dans la base de données, faire la correspondance pour dire est-ce que c'est OK, c'est pas OK. Un autre neurone qui va se focaliser sur la forme du nez, sur la forme de la bouche, de l'oreille, etc., etc. Une fois toutes les analyses sont OK, à ce moment-là, on te reconnaît et il y aura en fait le résultat final de l'exécution de cet algorithme. Donc, in fine, on peut dire que l'intelligence artificielle, l'objectif d'ILHA, c'est de rendre la machine capable de simuler des comportements, des réflexes humains, pas pour le plaisir, mais pour nous aider dans nos tâches quotidiennes, que ce soit en entreprise ou là même chez soi. D'accord ? D'où l'utilité justement de cette intelligence artificielle qui devient de plus en plus importante. Dans le domaine financier, c'est clair que l'intelligence artificielle a vraiment profondément transformé le secteur financier. Parce que l'impact d'ILHA, il est très significatif, aussi bien en matière de la qualité de l'information aujourd'hui diffusée sur les marchés, de la qualité des reportings qui sont aujourd'hui produits par les groupes qui adoptent justement des outils IA, que ce soit aussi sur l'importance des données qui sont traitées. Donc pour revenir à des exemples concrets, il y a plusieurs cas d'usage qu'on peut citer de l'intelligence artificielle en finance. Je commencerai par le basique, c'est l'automatisation des process. Déjà, l'intelligence artificielle, on va dire la chose la plus facile qu'il peut faire, c'est l'automatisation des process. Quand on dit process, c'est par exemple le process de saisie des données. C'est quelque chose aujourd'hui qui peut se faire automatiquement parce que l'intelligence artificielle est capable de procéder à cette tâche de différentes manières, soit en important des données, soit en lisant des données scannées, des documents PDF, etc., pour aller faire cette tâche de saisie. Et non pas uniquement la saisie, mais la saisie et puis la vérification, parce que rappelez-vous, un algorithme, c'est quoi? C'est une série des instructions ordonnées, donc l'ordre est important, donc je vais dire à l'algorithme, fais d'abord une saisie, deuxième tâche, procède à une vérification, deuxième tâche peut-être procéder à une vérification assez approfondie, c'est-à-dire en matière de détection des comptes inhabituels qui sont utilisés aujourd'hui, qui n'ont jamais été utilisés dans la comptabilité de notre entreprise, des montants significatifs, importants, donc ça doit alerter l'attention de l'utilisateur qu'il y a quand même des montants significatifs qui sont saisis peut-être pour la première fois dans ce compte ou dans notre PNL ou dans notre bilan. Donc tout ça, c'est des process qu'on peut automatiser à 100%. On peut automatiser également le process de clôture des comptes. Les clôtures des comptes, que ce soit les comptes individuels ou les comptes consolidés. Aujourd'hui, les grands éditeurs de solutions informatiques, SAP ou autres, ils ont développé des solutions de clôture en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux consulter à n'importe quel moment ton bilan, ton CPC, etc. Mais c'est conditionné, bien évidemment, à ce qu'il y aura une base de données unique. Ça veut dire que toute la chaîne, elle est automatisée au sein de la même base de données. Quand on dit toute la chaîne, ça veut dire de bons de commande d'il l'achat jusqu'au paiement d'il reçu du client. Toute la chaîne doit être sur la même base de données. Comme ça, on peut avoir une clôture, fini avec la clôture classique, traditionnelle, on passait des nuits blanches, etc. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir une clôture
en temps réel, mais attention, il y a des prérequis à bien vérifier avant. Il y a aussi bien sûr l'automatisation de process des fournisseurs, du bon de commande jusqu'au paiement. Même le paiement peut se faire automatiquement. Hein. Ça veut dire qu'on peut définir un algorithme qui va vérifier un certain nombre de conditions. S'ils sont vérifiés, on peut appuyer ou donner l'ordre de virement à la banque. Mais bon, quand on le paiement, il faut qu'un être humain il doit appuyer sur le bouton pour des raisons objectives ou subjectives. Mais bon, généralement, rares les groupes qui automatisent jusqu'à la partie paiement. Exactement. Dans mon métier de consolidateur, on avait un process qui nous embêtait beaucoup, énormément. C'est le process de réconciliation des opérations intragroupes. Ça, c'était vraiment parmi les choses les plus la partie, on va dire, infernale de la clôture. C'est quoi? Vous savez, en consolidation, c'est très simple, toutes les transactions intragroupes qui se produisent entre les sociétés du groupe, mères, filiales et filiales entre elles, etc., doivent être neutralisées, doivent être éliminées, pour ne pas gonfler le compte consolidé avec des choses intragroupes. La problématique, c'est d'abord détecter et recenser l'exhaustivité de ces transactions intragroupes. Ça, c'est la première difficulté, sachant que les transactions peuvent être de nature diverse. On peut avoir des dividendes, des comptes courants d'associés, des achats, des ventes, des prêts, des cessions d'IMO, des cessions de stock, etc. Donc, énormément de transactions. Il faut d'abord les recenser. Il faut les réconcilier. Quand on les réconcilie, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le même montant chez l'acheteur et chez le vendeur. Et c'est ça, en fait, la deuxième difficulté après le recensement. C'est que souvent, surtout quand on est à l'international, ça veut dire des filiales de plusieurs pays, souvent on trouve des écarts. Des écarts qui sont dus à plusieurs choses, des oublis, des mésententes, des litiges ou parfois même des problèmes juste de taux de change. Parce que chaque société va utiliser le taux de change de la banque centrale du pays. Donc forcément, une facture en euros, il va être converti de taux différents. Donc forcément, on va avoir des différences de montant. Donc là, grâce à l'intelligence artificielle, ce processus, il peut être entièrement automatisé. Encore plus, c'est que l'intelligence artificielle peut nous assister à résoudre les problèmes. Classiquement, avant Hachi, comment on procédait? On réservait 2 semaines, on les appelait phases de réconciliation des intercoûts, où on connectait un petit peu toutes les entités du groupe pour qu'ils échangent des emails, des fichiers Excel, identifier les transactions, les recenser, et puis identifier les écarts, et puis passer encore une semaine dans la résolution des écarts. Aujourd'hui, tout ça, il peut se faire en temps réel. Ça veut dire que le comptable, aujourd'hui, le 10 octobre, il saisit une opération avec une filiale du même groupe, le système il est capable de dire attention, le montant que tu viens de saisir n'est pas le montant saisi chez l'autre filiale du groupe. Donc il y a un écart. Un écart qu'on va le détecter le 10 octobre. Mais si c'est le 31-12 en plein stress, à la veille de la publication en bourse, voilà, pour trouver l'écart. Donc ça aide énormément à la partie automatisation du processus. À côté de cette tâche, qui est vraiment une évolution, une innovation majeure chez nous les financiers, c'est la gestion comptable prédictive. C'est qu'aujourd'hui, les outils basés sur l'IA, ils sont capables de faire, là c'est au-delà de la clôture en temps réel, hein, c'est de ce qu'on appelle l'atterrissage. Ça veut dire je suis aujourd'hui le 10 octobre, à 3 mois de la fin de l'exercice comptable 2023, il se peut que le management me demande un atterrissage fin d'exercice. C'est quelque chose de très courant dans le groupe, dans les différents groupes où je suis passé, on me demandait ça depuis 10 ans. Mais on le faisait de façon classique, traditionnelle. Ça veut dire moi, en tant que responsable conso du groupe, je demande à toutes les entités du groupe, par mail, remontez-moi vos atterrissages 31-12. Donc chacun, il faisait la tâche de façon classique, en se basant sur des hypothèses, etc. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut taper dans les différents systèmes et récupérer les données les plus récentes et faire une estimation la plus fiable possible pour les données au 31-12. Ça veut dire que l'IA va aller sur le journal, par exemple, sur le logiciel de la vente, voir qu'il y a une commande client qui vient de tomber aujourd'hui, 10 octobre. Il va continuer le processus. Ça veut dire qu'il va voir la date de livraison, donc il va aller mettre à jour le stock. Il va voir la date de paiement pour aller mettre à jour la trésorerie et continuer le processus jusqu'au bout. Comme ça, il me donne un atterrissage 31-12 beaucoup plus proche de la réalité. Et pratiquement parlant, ça se passe en créant un journal en parallèle avec le journal des écritures comptables du réel. C'est un journal qui s'appelle Journal des écritures comptables prédictives. C'est du prévisionnel. Avec cette même fonctionnalité, on peut faire des prévisions de business plan, des prévisions de flux de trésorerie futur, etc., etc. Je termine avec 2 derniers exemples. L'IA est très forte aussi dans la détection des fraudes.
grâce à sa capacité à gérer des données, vraiment des millions de données, de les collecter, de les stocker et de les corréler en un laps de temps. En quelques secondes, on peut faire sortir les anomalies et les éventuelles fraudes. C'est pour ça que maintenant, les banques marocaines, bon, je cite la BMCE parce que c'était l'une des premières banques qui ont adopté l'IA dans l'analyse des fraudes des cartes bancaires. L'IA peut être utilisée aussi pour élaborer des offres de services financiers personnalisés en fonction justement de l'analyse de comportement du client, etc. Aujourd'hui, des banques comme Tijari Wafa Bank utilisent l'intelligence artificielle pour personnaliser des offres d'assurance ou là, des offres à sa clientèle. Aussi, l'IA peut être utilisée pour analyser en fait, les prévisions futures du marché. Des sociétés, par exemple, Capital Invest, c'est une société de conseil en matière d'affaires, donc il utilise l'IA pour analyser les prévisions de marché boursier marocain, pour mieux optimiser la composition de le portefeuille action qu'on offre ou qu'on conseille ou qu'on recommande à nos clients. Donc il y a vraiment différents cas d'usage, différentes manières d'utiliser, d'exploiter l'IA dans le domaine financier. Bon, je n'ai pas cité les fintechs, peut-être on peut en parler par la suite. Ça aussi, c'est un exemple très pertinent, les fintechs, avec toutes les catégories de fintech. Ça aussi, c'est une évolution majeure aujourd'hui qu'on vit dans le secteur des services financiers. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle a énormément servi la finance. Et attention, nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début et c'est quelque chose qui va évoluer assez vite. Il faut dire que l'adoption de l'IA finance fait absorber les disparités. On a des secteurs qui sont très avancés, banque, assurance, etc. Le niveau d'adoption de l'IA il est assez élevé. Il y a d'autres secteurs où l'adoption il est un peu modérée, voire même faible. Voilà. Très bien, merci professeur pour toutes ces précisions. Très intéressante. Moi, je voudrais aussi rebondir sur un exemple qui revient très souvent. Donc, c'est un exemple que je vais essayer de simplifier pour les auditeurs. Vous connaissez tous, je pense, la mission d'un auditeur interne ou externe. Donc, il est censé se prononcer sur la conformité, on va dire la sincérité des états de synthèse. Donc, cet auditeur-là, lorsqu'il est face à une entreprise qui a beaucoup de données, beaucoup de transactions, beaucoup de pièces justificatives, il ne peut pas tout vérifier, on est d'accord. Donc il va prendre un échantillon, il va aller préciser un seuil de signification et il va se baser sur cet échantillon-là pour certifier ou pas ses comptes. Donc souvent ça se passe sans accident de parcours, j'ai envie de dire, mais des fois il arrive qu'il y a des anomalies significatives qui ne sont pas détectées, justement parce qu'il n'a pas tout vérifier. Grâce à l'intelligence artificielle, notamment ce dont vous avez parlé, le deep learning, le machine learning, aujourd'hui, les outils, on peut leur donner juste, pour dire les choses simplement, on peut leur donner juste une facture. Donc il va aller détecter dans la facture la date de la facturation, le montant hors taxe, le montant TTC, la TVA, il va aller juste mettre ça de manière automatique et répétitive sans l'intervention humaine. Peu importe le format de la facture, donc ce n'est pas un format standardisé. Je peux prendre des factures de 1000 fournisseurs, donc chaque fournisseur a son logo, il y a des fournisseurs qui mettent la TVA à gauche, il y a des fournisseurs qui mettent la TVA à droite. Mais avec l'intelligence artificielle, le deep learning et le machine learning, la technologie sera capable de détecter la TVA, peu importe là on la pose. Donc on revient un peu à l'exemple de la pomme et de la tomate rouge qu'on arrive à reconnaître. Aujourd'hui, par exemple, il y a le groupe, le fameux cabinet PricewaterhouseCoopers qui a développé avec des startups américaines spécialisées en IA des outils, c'est une série des outils pour l'audit des sociétés. D'accord ? Donc ce sont des outils qui sont capables d'abord de faire une première évaluation des risques en tapant, en analysant, en faisant une analyse systémique de l'ensemble des données qui sont disponibles, puis dans un deuxième temps d'identifier les opérations, les transactions inhabituelles ou risquées, entre guillemets, et puis troisième chose, d'aller vous montrer là où il faut aller chercher. Donc c'est un parfait assistant d'un auditeur pour exécuter ou là pour mener à bien sa mission d'audit. Exactement, donc la mission d'audit peut être plus exhaustive. Et donc on diminue le risque de non-détection d'anomalies significatives et à ce moment-là l'auditeur il peut, comme je l'ai déjà dit, tout voir dans un délai beaucoup plus court. Donc c'est des outils en fait qui nous permettent d'être beaucoup plus performants
efficient, efficace, etc. Donc moi, ma question, pour en revenir justement à ces outils, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, ça reste assez flou. Moi, j'aimerais me retourner vers notre expert pour qu'il puisse nous parler au moins de ces outils logiciels essentiels derrière l'IA. Donc je pense notamment à la RPA, donc on parle de Robotic Processing Automation, on a la VBA surtout, on a le low code, no code, donc il y en a plus, mais j'ai envie de dire que ça fait partie des outils essentiels. Donc est-ce qu'on peut nous intéresser de près à ces outils-là pour qu'on puisse, avec l'auditoire, comprendre le fonctionnement et la nature de ces outils qui se cachent en fait derrière l'efficacité et le miracle de l'intelligence artificielle? Bien sûr. Déjà, pour assurer une suite d'idées dans l'intervention de mon collègue, et pour continuer aussi à démystifier ce concept d'intelligence artificielle pour pour l'assistance qui est, comme tu as dit, composée principalement de financiers et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, mais à partir d'une dimension, je dirais, métier, si on ne qualifie pas l'intelligence artificielle de métier, parce qu'il y a les métiers de base c'est des métiers universels qui ne changent pas, qui sont toujours là, qui seraient toujours là, quelles que soient les évolutions technologiques auxquelles on assiste. Donc, quand on parle de l'intelligence artificielle, d'abord, pour un financier, quel serait l'intérêt pour lui de comprendre ou de devoir comprendre ou maîtriser l'intelligence artificielle? Je dirais que pour structurer un peu l'intérêt de tout le monde, que l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme le big data, comme l'open data, comme beaucoup de choses, ferait partie de ce qu'on pourrait appeler les soft skills d'un financier. Comme la finance devrait constituer quelque part une sorte de soft skills pour les informaticiens. En fait, quand on est en entreprise, c'est une complémentarité dans l'absolu. Ça veut dire que un financier aujourd'hui, d'ailleurs Younes l'a clairement expliqué, un financier aujourd'hui devrait comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne et quels seraient les apports qu'elle peut lui apporter dans son métier. Et dans son... Je continue ? Dans l'ensemble de ses interactions en entreprise, il ne peut pas être dans l'isolement. Ça veut dire qu'il est obligé de s'intéresser aux métiers qui évoluent autour de lui. Et donc, pour s'intéresser, pour pouvoir tirer profit de ces métiers, il doit en comprendre le sens. Alors, l'exemple le plus facile, je préfère attendre que ça finisse. Alors, pour que l'exemple, disons, pour que ça parle à nos financiers, l'exemple le plus facile à pouvoir retenir, si vous voulez, c'est la RPA, ou qui est l'automatisation des process. Autrement dit, tous les process qui ne sont pas d'une grande valeur ajoutée pour le financier devraient, à mon sens, être remplacés par l'intelligence artificielle, si on peut la qualifier toujours d'intelligence. Et donc, si le financier met par exemple pour la lecture et la consolidation des factures, et j'ai dans l'assistance un ancien client qui est là, et il me réincarne des souvenirs bien sympathiques. Alors, quel est le cauchemar pour un financier qui ne serait pas celui de l'intégration de toutes les factures dans le système financier qui est utilisé par l'entreprise pour clôturer les comptes? Si je ne le fais pas avant le 31/12, je ne pourrai pas faire d'atterrissage ni de projection financière. Et donc, j'ai un manque à gagner énorme. Qu'est-ce que font les entreprises en général? On va recruter des intérimaires. Ils vont aller prendre toutes les factures généralement dans le sous-sol, dans les archives.
Et ils vont continuer à les saisir dans le système financier parce qu'à un moment donné, ça n'a pas été saisi. Premier problème. Deuxième problème, et si le taux d'erreur dans les saisies était monstre? Ça veut dire qu'on va revivre les mêmes problématiques que vivait l'informatique des bases de données il y a des décennies. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'informatique ou la technologie, c'est des cycles de vie. Dans le temps, le top de ce qu'on pourrait faire en informatique, c'est de créer de très bonnes bases de données. Donc c'est l'ère de SQL, c'est l'ère d'Oracle, c'est l'ère de toutes les bases de données possibles et imaginaires. Et plus les bases de données étaient monstres, plus on était bon en informatisation. Mais après, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que, en faisant des analyses, on remarque qu'à la saisie, il y a énormément d'erreurs. Et donc les auditeurs ont raflé dans tous les sens les patrons d'entreprise et bonjour les dégâts. Et Dieu sait combien de patrons s'est fait éjecter, pas forcément pour de la fraude, mais pour de la mauvaise gestion. Parce que finalement, on s'est rendu compte que, quelle que soit la technologie dont on dispose, SAP, Oracle, SQL, c'est finalement le petit opérateur qui fait de la saisie. C'est sur lui que se base la réussite ou l'échec de toute je dirais, ma démarche. Après cette ère-là, après les bases de données, qu'est-ce qu'on sait? Donc on a inventé les data warehouse, le décisionnel. On s'est dit, ok, nos bases de données sont mal faites. Quelle est la solution? C'est d'inventer une technologie qui va se totalement libérer de la manière avec laquelle nous avons fait nos bases de données, et on va créer des métadonnées, on va créer d'autres qualificatifs de données, on va créer des data warehouse, et on va faire des branches, on va faire des circuits, et on va faire de l'analyse de données. Et bonjour, les métiers du décisionnel qui avaient pratiquement explosé les années 90 ou 2000. Et c'était ceux qui font le décisionnel, c'était vraiment les entreprises qui ont atteint le summum dans le processus d'informatisation. Et aujourd'hui, encore une fois, on revit un troisième cycle, qui est celui de l'intelligence artificielle. Parce qu'on s'est dit, ni les bases de données ne sont pas correctes, ni le décisionnel n'a produit ses effets. Allez, on va inventer une autre technologie et on va l'appeler intelligence artificielle, qui va être tellement intelligente. En fait, finalement, on tourne autour de la même question, qui est celui de la structuration de base. J'ai un gros système financier, Navision, par exemple, sans en faire la publicité, mais finalement, je découvre que les factures sont numérisées, sont mises dans un serveur d'image dans un autre endroit, et on demande aux financiers de pinguer sur les factures et de stocker les factures dans des bandes, au cas où un auditeur, mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne les stocke pas sur le même système? Pourquoi le système ne les lit pas de manière automatique? Et là, on dit non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Il faut acheter une autre couche de technologie qui est l'intelligence artificielle. Bon, ça c'est un peu caricaturisé si vous voulez, mais c'est la vérité sur le plan opérationnel pour ne pas rester sur les plans, je dirais, fondamentaux. Et donc tout ça pour finir sur je dirais, pour ne pas vous disperser, un financier n'est pas censé être un informaticien pour comprendre les prouesses de l'intelligence artificielle, mais il doit en comprendre le sens. Et comme on dit, et je finis sur ça, nul ne peut informatiser le désordre. Quel que soit le niveau d'intelligence auquel vous pouvez arriver, si vous n'avez pas de l'ordre dans les process, dans le back-office de vos systèmes, de votre manière de travailler, l'informatique ou la technologie ne peut pas vous apporter quelque chose de miraculeux. Ça peut vous afficher comme étant une entreprise 4.0, 5.0, 6.0, on est arrivé à 4.0 je crois, mais dans quelques années vous allez voir encore qu'il va y avoir d'autres innovations que l'on va appeler peut-être autrement et qui vont corriger les erreurs de l'intelligence artificielle. Donc finalement, ne vous laissez pas impressionner. C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle est à la mode, c'est quelque chose à connaître obligatoirement, mais votre métier, qui est celui de la finance, c'est ça le cœur du fonctionnement d'une entreprise. Le reste, c'est des accessoires. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, professeur. Avant de poursuivre, j'aimerais préciser qu'en fait, à la fin, il y aura une petite session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. On va les poser à nos chers professeurs à la fin. Et on pourra aussi, après cours, en discuter ensemble autour d'un cocktail dînatoire aussi prévu à la fin. Donc, j'avais oublié de mentionner ça au début de la conférence. Je me rattrape. Maintenant, chers professeurs, que nous avons pris le temps de contextualiser un peu tout ça, de donner des exemples concrets sur l'intelligence artificielle dans le domaine financier, j'aimerais que l'on plonge davantage dans le cœur du sujet en parlant notamment des questions qui préoccupent notre auditoire. Je pense notamment aux opportunités, mais plus aussi les menaces que pourrait représenter cette intelligence artificielle pour les métiers de la finance. Donc il y a beaucoup d'experts, donc il y en a qui ne le sont pas vraiment, qui parlent de grand remplacement. Donc une théorie complotiste qui dit que l'intelligence artificielle va venir remplacer à 100% l'être humain dans certains types de métiers. D'autres personnes sont beaucoup plus raisonnables, sont beaucoup plus relativistes. Ils parlent d'un remplacement à hauteur de 10 à 15%. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer 10 à 15% des tâches que fait une personne. Et en fait, ça va être 10 à 15% des tâches qui sont répétitives. Donc les tâches, on va dire les tâches bêtes et méchantes qu'on doit faire et refaire sans pour autant qu'il n'y ait aucune valeur ajoutée. Donc il y a ces deux types de courants, donc le grand remplacement. Il y a aussi donc des personnes comme vous qui, je vous rejoins sur ça. Pour vous, si Anas, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces menaces-là de remplacement et de manière plus générale les défis que va apporter justement l'intelligence artificielle au métier de la finance? Effectivement, ce sont les questions qui se posent toujours avec la même acuité. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain? Est-ce qu'il y aura des métiers qui vont disparaître? Je pense que les mêmes questions, si vous vous rappelez, on s'est posé les mêmes questions il y a à peu près 20-30 ans, avec à l'époque où l'apparition des ordinateurs, ou la suite Microsoft, Excel, Access, etc. On s'est posé les mêmes questions. Finalement, que s'est-il passé? Qu'avons-nous observé finalement? Bon, c'est vrai, certes, il y a eu une baisse significative des effectifs des départements classiques de la direction financière, notamment la comptabilité, la trésorerie, etc. Mais il y a eu la création de nouveaux métiers. Contrôleur de gestion, analyste financier, consolideur, tax manager, business planner, tout ça c'est des métiers les entreprises marocaines, d'accord, les années 90, les années 80. Donc finalement, il y avait un redéploiement de l'effectif qui est expérimenté dans le domaine comptabilité, etc. Une fois l'entreprise a pu se doter d'un logiciel de comptabilité, il a redéployé les mêmes effectifs dans de nouveaux métiers. Et vous allez trouver que les personnes se sont épanouies sur le plan professionnel, tout en ayant, comme a dit Mahfoudi tout à l'heure, l'expertise de base. Parce que finalement, la comptabilité, c'est pas du tout la science des ânes, c'est un métier ou c'est une discipline hyper importante pour maîtriser toute la finance. C'est vraiment une matière première importante, et ça on le remarque dans la vie professionnelle. À chaque fois on est face à quelqu'un qui ne maîtrise pas la comptabilité, on le sent vraiment très rapidement. Donc du coup, l'expertise du métier est très importante. Maintenant, l'IA, c'est pareil, il présente énormément d'opportunités en matière justement de développement de l'être humain. Parce que finalement, l'être humain, à vrai dire, il n'est pas fait pour faire des tâches mécaniques. L'être humain, il est fait pour la réflexion. Je considère les tâches mécaniques qui sont faites aujourd'hui au sein des entreprises, c'est l'héritage de la révolution industrielle et du taylorisme, etc. Normalement, l'être humain, tout ce qui peut être fait par la machine, il doit être fait par la machine, doit être automatisé. Après, l'être humain, il est là pour l'analyse. Et c'est justement grâce à ça que la finance elle-même, la fonction financière, s'est développée de façon assez impressionnante, assez remarquable durant les 2-3 dernières décennies. C'est qu'elle a su parfaitement tirer profit du progrès technologique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le terrain qui le confirme. La fonction finance aujourd'hui a connu des transformations très profondes
tant au niveau de ses rôles qu'au niveau de ses pratiques. Le dirigeant financier aujourd'hui, ou le directeur financier aujourd'hui, c'est un business partner, c'est un vrai conseiller du DG, c'est le numéro 2 de la boîte finalement. Hein, parce que la fonction financière, il a bien exploité avec le temps gagné l'automatisation des tâches répétitives, et il l'a exploité pour produire des choses à forte valeur ajoutée, notamment des reportings, des analyses, des conseils, des recommandations aux dirigeants, aux investisseurs, etc. Donc, et en plus, il a pu aussi constituer des bases de données, ce qu'on appelle la data. Et on sait très bien aujourd'hui qui détient la data, il détient le pouvoir. Et la direction financière, c'est un grand centre de centralisation de data en provenance de toutes les entités de l'entreprise, juridique, commerciale, logistique, achat, etc. Et c'est grâce à ça que la fonction financière elle a pu se développer durant toutes les phases du progrès technologique. Hein. Ça a commencé tout au début, comme a dit Mahfoudi, par la numérisation. Donc, les années 90, la première vague, c'était la numérisation. C'était le fait de doter les collaborateurs avec un ordinateur et une suite Microsoft, fait Excel, Access, etc. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas embarqué, qui ont dit non, je résiste à la digitalisation, ça c'est, on va me remplacer par la suite, où ils sont aujourd'hui? Ils sont complètement dépassés. Par la suite, on est passé à l'étape suivante, qui est l'étape de l'automatisation. Donc, avec l'apparition des logiciels qui automatisent des tâches bien précises, de logiciels spécialisés pour la comptabilité, des logiciels pour les achats, pour la logistique, etc., la gestion de stock, gestion de comptable, etc. Le problème de ces logiciels, c'est qu'ils n'étaient pas connectés entre eux. Donc, il y avait un problème d'interface. Les données issues de logiciels des achats ne peuvent pas être déversées dans le logiciel de comptabilité. Donc ça, c'était un souci. Par la suite, on a commencé à créer des interfaces pour fluidifier un petit peu la circulation de l'information. Et après, on est arrivé à l'étape du RPA, de la robotisation, etc. Aujourd'hui, on est à la veille, voilà, il y a des entreprises qui sont déjà dedans, de l'intelligence artificielle qui présente énormément d'opportunités. Des opportunités pour la direction financière, justement, d'aller améliorer ce qu'il faisait et ce qu'il a fait la force de cette direction financière, notamment en matière de reporting, en matière d'information financière qu'on donne aux dirigeants d'abord, aux actionnaires, aux investisseurs potentiels, le grand marché, pour les séduire, pour les montrer un petit peu, leur montrer les réalisations de l'entreprise en toute transparence. Les risques, je peux dire qu'il y en a beaucoup. Hein. Les défis peut-être auxquels on doit s'attendre en tant que professionnel. Et le premier défi, c'est peut-être la résistance au changement. Ça, c'est sûr et certain. J'ai mené plusieurs projets de mise en place des outils de reporting et de consolidation en Europe, en Afrique. On voit clairement la différence. C'est une différence de mentalité. En Europe, je fais mon projet tranquille. Il y a l'adhésion de tout le monde. Il y a l'implication de tout le monde parce qu'ils savent justement que cet outil va leur aider, va leur apporter une valeur ajoutée. En Afrique, c'est différent. Déjà, le gars, il vient à l'atelier ou la formation avec une attitude négative. Que cet outil-là, premièrement, c'est une tâche de travail de plus pour lui, pour savoir comment, parce qu'il va se casser la tête pour maîtriser comment alimenter l'outil, comment résoudre les contrôles, comment faire les outputs, etc. etc. Et elle a cette peur et cette inquiétude que cet outil-là, on va un jour ou un autre se passer de ses services parce que tout sera automatisé. Donc il vient systématiquement avec une attitude négative et chose qui ne va pas lui permettre d'évoluer, parce que pour lui, il veut rester toujours dans sa zone de confort. Aujourd'hui, avec l'IA, il faut savoir qu'il n'y aura plus de zone de confort. Il faut être prêt à bouger, à aller développer les compétences tout le temps et s'adapter avec l'évolution technologique. Maintenant, la différence entre ce qui s'est passé avant Excel, les logiciels, etc., c'est que maintenant, les choses, ça va beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça veut dire que l'évolution, elle est dans, tous les jours et que tout le temps, il y a des choses qui changent, etc. D'où, la nécessité d'avoir une certaine agilité, une certaine flexibilité d'adaptation et d'évolution, justement, en point de vue compétences. Très bien, donc en vous écoutant, professeur Anas, je retiens que pour vous, l'intelligence artificielle favorise l'émergence de nouvelles opportunités de carrière. Tout à fait. Représente aussi quelques défis, notamment la résistance au changement. Je pense à aux personnes un peu, on va dire,
pas les millennials, mais un peu les personnes un peu plus âgées, donc qui représentent beaucoup plus de limites par rapport à ça. J'aimerais vous écouter, vous entendre, professeur Mahfoudé, sur le même point aussi, par rapport aux défis et aussi comment l'intelligence artificielle peut catalyser l'innovation dans ce domaine financier. Bien sûr, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui se dit comme le grand remplacement, comme l'écrasement de métiers ancestrales par l'intelligence artificielle, comme la disparition en gros volume de plusieurs, je dirais, métiers du grand catalogue humain, comme on dit. Ce sont les médias qui amplifient ce genre d'approche. Mais sur le terrain, comme ferait n'importe quel chercheur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les remplacements des métiers, ça vient par la nature des choses. Younes a parlé de la révolution industrielle qui a aussi fait disparaître des métiers, mais on ne les a pas fait disparaître comme ça par une suppression, mais ils se sont disparus d'elles-mêmes. Enfin, ces fonctions ou ces métiers ont disparu par eux-mêmes, par la force du temps et par la rotation des métiers. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous rappelez, pour les très anciens, est-ce qu'il y avait des entreprises où il n'y avait pas les poules de secrétaires, de dactylo, les centres de saisie? C'est des espaces énormes où il y avait énormément d'opérateurs et d'opératrices dont le seul travail était de la saisie. Qui se rappelle encore et ça existe malheureusement encore, dans des entreprises et dans des grands groupes, où il y a encore des services de reprographie. Comment peut-on, à l'ère du digital, aujourd'hui, encore continuer à imprimer des cours sur des stencils ou sur du papier, ou alors demander aux étudiants de la fac d'aller chercher les manuels dans je ne sais quelle téléboutique, alors que on peut tout simplement partager le fichier PDF, enfin le fichier numérique, de toute façon libre à chacun de l'imprimer ou pas. Donc ceux qui font de la reprographie, comme je l'ai vécu dans plusieurs expériences, ce sont des personnes qui se posent des questions. Demain, après le digital, qu'est-ce que je ferai ? Mais c'est des questions légitimes. Et le changement structurel de l'entreprise, il est aussi légitime. Mais ça ne suppose pas que l'on va supprimer des gens. Mais ça suppose que les techniques de conduite de changement, qui sont un métier à part entière, vont se faire conformément aux règles. Et la conduite de changement, c'est tout ça. C'est le redéploiement, c'est la formation, c'est la recréation des métiers. Parce que quand on qualifie quelqu'un d'ancien, ou de vieux salariés, c'est diminutif. Mais quand on dit que c'est un cumul d'expérience et auquel il faut une couche de formation et une couche d'adaptation, ça c'est qualificatif. Et justement, c'est sur ces aspects-là que beaucoup d'entreprises butent et trébuchent aussi, et c'est pour ça qu'ils aiment les solutions faciles de remplacement, mais ce n'est pas dû à la technologie, mais c'est dû aux capacités de changement des entreprises elles-mêmes. Donc, juste pour séparer un peu les choses. Mais oui, effectivement, un financier aujourd'hui, et je finis sur ça, un financier aujourd'hui qui est diplômé de grandes structures de la finance, mais qui ne développe pas ses soft skills informatiques propres, effectivement, il aura des problèmes. Il faut qu'il comprenne comment fonctionnent ces outillages. Comme aussi, et je le dis d'ailleurs dans des écoles d'ingénieurs informatiques, je leur dis, si vous voulez investir les ERP d'entreprise, si vous n'avez pas d'informations sur la finance, sur l'organisation, sur le contrôle de gestion, vous ne pouvez pas vous investir dans le développement d'ERP d'entreprise. Et donc vos soft skills, ça sera les finances, le contrôle de gestion. Votre métier, c'est l'informatique, mais dans votre cas, les soft skills, ça sera de la finance, et vice-versa. Très bien, donc c'est rassurant pour notre auditoire. Nos métiers ne seront pas exterminés, si j'ose dire. Toutefois, il y a quand même un risque.
il faut s'intéresser aux nouvelles technologies, il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et j'imagine que les cadres, les hauts cadres, les experts financiers ne sont guère pieds et poings liés par rapport à ça. Donc, je suppose qu'il y a des décisions à prendre, des actions à entreprendre afin d'être sûr d'être en phase avec les dernières technologies et être sûr de pouvoir faire face à ces défis émergents et aussi s'assurer que l'on peut aussi saisir les opportunités qui vont se présenter à nous. Donc, je pense qu'on va clôturer sur ça. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, notre auditoire, de quelle arme il devrait justement s'armer pour faire face à ces défis futurs et aussi saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc j'aimerais bien entendre vos deux interventions par rapport à ce point. Pas de problème. Bien sûr, de toute façon, je rassure encore une fois, en tout cas de mon point de vue propre, et d'ailleurs on l'a démontré de différentes manières, c'est quand on enseigne le chatbot à des financiers. On enseigne le marketing digital pour des non-informaticiens. Parce que, pour illustrer correctement et de manière assez simple, à qui devrait-on enseigner le marketing? Le marketing digital? À des informaticiens qui n'ont jamais fait de marketing ou à des marketeurs qui n'ont jamais fait d'informatique. Donc là c'est le fondamental qui prend la main. Si on considère que le digital est un outil, le marketing est un métier. Et quand on va considérer que l'informatique est un métier, le marketing est un outil. Et ça dépend du cycle de formation dans lequel on se retrouve et de l'approche pédagogique que l'on veut donner à nos filières. Donc quand les financiers aujourd'hui, quand ils sont diplômés, certainement, il faudrait commencer pendant la formation pour qu'ils ne soient pas dépaysés à leur sortie. Et là, on injecte les cours d'un certain niveau et d'un certain intérêt. Et quand ils sortent, un financier qui veut travailler dans le domaine de la technologie va aller chercher certaines certifications en intelligence artificielle pour les non-financiers, la data science pour les financiers, la data science pour les financiers, le big data pour les financiers. Et de l'autre côté aussi, pour les ingénieurs informaticiens, et j'en ai beaucoup qui souhaitent travailler dans la finance comme ingénieur informatique. Et je leur dis, pour faire ça, attention, vous n'êtes pas des financiers, il vous faut au moins des certifications et des formations courtes dans la finance. Et c'est ça, en fait, rien n'est perdu d'avance. Et je finis sur ça, qu'il ne faut pas se laisser emporter par la médiatisation, par l'amplification médiatique de certains aspects. Parce qu'il ne faut pas ignorer que entre les financiers et les informaticiens, il y a des journalistes qui doivent bien gagner leur vie. Et donc, ils amplifient ce qui est à amplifier. Et ils créent des histoires, ils créent des cauchemars pour les uns et pour les autres. Et tout le monde est content. Mais là, il y a toujours le retour au fondamental qui devrait toujours se faire. Et c'est je pense, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Absolument, merci professeur. Professeur Anas, aussi pour conclure peut-être votre conseil à notre cher auditoire. Et vous-même, vous pouvez nous partager avec nous un peu ce que vous faites, vous, en tant que financier, pour rester en phase avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mon conseil numéro 1, c'est d'abord de ne pas passer à côté. C'est très important. C'est qu'il ne faut pas rater cette opportunité d'y aller le digital et pour embarquer dès maintenant. Parce que plus on tarde, plus on aura des difficultés à reprendre le train. C'est très important. Il faut développer le réflexe justement d'utiliser les outils IA. Moi, en fait, je le dis toujours à mes étudiants, à mes collaborateurs, considérez par exemple ChatGPT version gratuite, considérez-le comme étant un stagiaire. Un stagiaire, d'accord? Gratuit, c'est la version gratuite. ChatGPT fort, la version payante, ça c'est un lauréat sorti d'école. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des collaborateurs qui vont te faire un travail, mais qu'il faut contrôler.
Il ne faut pas se fier à ce que écrit ChatGPT ou bien soit la version gratuite. Bon, il y a une grande différence entre la version gratuite et la version payante, mais quand même, il nous économise énormément de temps. On ne part pas toujours de zéro. On part avec quelque chose qui est déjà existante, qui nécessite une amélioration des challenges, etc. Parce que justement, pour ChatGPT, il faut déjà apprendre comment parler, comment prompter, hein, le terme plus exact, sur ChatGPT. Ça veut dire comment donner des ordres et des requêtes fructueuses. Pour ça, il faut du temps, il faut suivre des formations. Deuxième conseil, justement, il faut investir en formation. Investir en formation. Il y a bien sûr, un large éventail de formations disponibles gratuitement notamment des formations chez les CSK Business School. Oui, pourquoi pas. Donc il faut avoir ce réflexe justement d'investir en formation et de recourir aux experts, hein, parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Ça c'est très important parce que l'utilisation de l'IA aujourd'hui, il nous fait gagner énormément de temps, il nous développe beaucoup de compétences. Il faut également instaurer un mécanisme de veille technologique, hein, pour voir justement quelles sont les nouveautés. D'abord, on est à la veille d'une évolution majeure sur la suite Office. Parce qu'à partir du 1er novembre du mois prochain, il y aura l'insertion de ChatGPT dans la suite Office. Ça veut dire fini donc les formules Excel de si, etc., etc. Tu vas parler avec Excel. Bah, tu vas dire je veux faire la somme de ça, et il va réagir automatiquement. Bon, toute la suite Office 360, donc c'est Excel, PowerPoint, Word, etc., etc. Avant, c'était des plugins, hein, qu'on installait sur l'Excel pour pouvoir utiliser ChatGPT. Maintenant, ça va être dans la version à partir du mois prochain. Donc, ça veut dire que tout simplement, tout le temps, il y a des évolutions qu'on doit justement être averti de ça pour pouvoir exploiter l'opportunité qui se pose. Aussi, justement, il faut essayer un petit peu de développer le mindset des collaborateurs. Quand on parle philanthropie, surtout l'ancienne génération. Et je ne dis pas vraiment que l'ancienne génération, parce que parfois on trouve des jeunes. Moi, j'ai assisté il y a 2 semaines à une formation IA. On était à peu près une centaine de personnes, mais quand même j'étais vraiment impressionné par le nombre de personnes qui ont dépassé l'âge de retraite et qui sont avec nous pour suivre une formation IA. J'étais vraiment impressionné. Parce que ces gens-là, ils veulent embarquer, ils veulent justement ne pas rater le coach pour ne pas justement souffrir comme nous souffrent aujourd'hui nos grands-parents avec les smartphones, etc. Parce qu'à l'époque, ils se sont dit, ça c'est pas fait pour nous, ça c'est fait pour les jeunes. Or que la technologie n'est pas faite pour les jeunes, la technologie est faite pour tout le monde. L'objectif de la technologie, c'est de nous assister, c'est de nous orienter vers des tâches à forte valeur ajoutée. Et dès qu'on prend l'habitude d'utiliser les outils IA, etc., il faut passer à l'étape suivante, ça veut dire fructifier tout ça. Il faut innover, tout simplement. Innover dans tout ce qu'on fait, dans la définition des produits et des services qu'on propose à notre cible, à notre clientèle. Nous, en tant que préparateurs de l'information financière, il faut qu'on innove en matière des reporting, des outputs, des produits qu'on livre aux investisseurs, aux managers, etc., pour pouvoir hisser le niveau de l'information financière et également développer notre fonction et notre métier lié à la finance. Voilà. Merci beaucoup, cher professeur. J'aimerais aussi ajouter peut-être qu'en point de départ, pour les personnes qui n'ont jamais suivi de formation en IA, peut-être démarrer par les formations qui sont offertes gratuitement justement par les fournisseurs qui vendent ces outils d'IA. Donc il y a beaucoup de fournisseurs qui veulent se faire connaître et qui justement proposent des formations gratuites sur leur site. Donc je pense que c'est un excellent point de départ avant d'investir concrètement en IA. Il faut vraiment profiter. Aujourd'hui, on fait partie d'une génération, on parle de développeurs citoyens, citizen developer, ça veut dire que tout le monde peut développer sa solution. Il ne faut plus être un informaticien, un ingénieur informatique pour développer quelque chose. Donc aujourd'hui, il y a le low-code, no-code. Sans connaître le code, on peut développer des solutions en s'y intéressant, genre 40 ou 50 heures de formation aujourd'hui, c'est largement suffisant pour pouvoir au moins maîtriser quelques prérequis en intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, cette facilité d'accès à l'information, à la formation aussi, il y a beaucoup de formations gratuites. Je pense qu'on est très chanceux de faire partie de cette génération et pouvoir exploiter tout ça.
Merci beaucoup encore une fois, cher professeur. Je vous donne quand même la parole, on aura 15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions, on en prendra note et puis on va se les départager pour y répondre. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette conférence très passionnante et très intéressante. Je me présente, Omar El Adlouni, je suis prof à Paris 1 et aussi directeur associé chez IA Access. On travaille aujourd'hui avec les entreprises pour implémenter l'intelligence artificielle grâce à des outils no-code, low-code, comme vous avez cité. Et j'ai une question qui est très importante et qui revient à chaque fois qu'on rencontre un client ou quoi que ce soit. C'est d'abord les personnes qui sont résistantes au changement. Quelle est la méthodologie à aborder face à des gens qui, par exemple, n'y croient pas du tout à l'intelligence artificielle ou qui voient l'intelligence artificielle comme un risque pour leur métier et y voient principalement le côté péjoratif. Je m'explique. C'est que des gens qui vont nous dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si l'intelligence artificielle commet une erreur? Comment je réagis? Donc nous, on propose, par exemple, des chartes pour responsabiliser, pour mettre en place une gouvernance. J'aimerais bien avoir votre retour d'expérience, votre partage sur d'abord la résistance. Vous en avez parlé, certes, mais quelle est la démarche à adopter face à des gens qui ont peur, qui sont résistants? Et d'un autre côté, comment responsabiliser les gens au sein de l'entreprise face aux dangers potentiels, les biais, le côté éthique aussi, de l'intelligence artificielle? Voilà, c'était court. Merci. Merci, c'est noté. On en prend trois autres questions et on y répond. D'autres questions? N'hésitez pas, on a une personne à gauche, aussi au fond. Bonsoir à tous. D'abord, je me remercier par les différents intervenants pour la maîtrise du sujet, qui était vraiment d'actualité. Je me présente, je suis Mohamed Diallo, ingénieur télécom de formation. Alors, je suis avec attention les différentes interventions. On sait que l'IA, c'est indéniable, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, moi, j'ai deux préoccupations. Vu que là, on parle du domaine de la finance, et tout ce qui est finance, il y a forcément une réglementation derrière. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce concrètement, comment côté réglementation, l'IA, j'aimerais en fait une clarification. Comment, côté réglementaire, l'IA va se greffer aux finances. Et deuxièmement, vu que ce sont des données à caractère dimension exponentielle, et quelles sont les mesures à prendre pour la sécurité des données? Merci. Très bien, merci.